Il y a une série considérable de légendes concernant Freud, et cette légende d'un Freud libérateur est évidemment la plus terrible, parce que c'est la plus fausse. Freud n'a jamais contribué à la libération des mœurs, ce sont les freudo-marxistes qui, eux, ont contribué à la libération des mœurs. C'est-à-dire des gens qui se réclamaient d'un Freud qui n'était pas freudien et d'un Marx qui n'était pas marxiste. C'est-à-dire que ce sont les Marcuse, les Reich, Erich Fromm et quelques autres qui ont rendu possible la libération du sexe, mais sûrement pas Freud. Je rappelle que Freud critiquait l'homosexualité, en faisait une perversion, considérait que tout ce qui n'était pas génitalo-génital, je dirais, était une perversion. Freud n'a jamais été un libérateur du sexe. Freud a toujours pensé qu'il fallait renoncer au sexe, renoncer à la sexualité pour sublimer des pulsions dans des effets de civilisation. Donc il y a une espèce de réputation sidérante parce qu'elle est aux antipodes de ce qu'était Marx, de ce qu'était Freud véritablement. C'est à partir du surréalisme, à partir de mai 68, qu'on a fait une image de Freud qui était une espèce de libérateur du sexe, alors qu'en fait c'était un conservateur en tout, y compris en matière de sexualité. Le travail que j'ai fait sur Freud s'inscrit dans la contre-histoire de la philosophie que j'enseigne à l'Université populaire depuis 2002. Donc c'est chacun son tour. L'heure est arrivée de Freud, comme est arrivée l'heure à son temps de Montaigne ou du christianisme par exemple. Donc j'ai démarré avec les présocratiques, j'ai continué pendant 25 siècles et à un moment donné je suis arrivé à Freud. Et mon souci à l'Université populaire, dans cette contre-histoire, c'est soit de parler de philosophes dont on ne parle pas, soit de parler autrement de philosophes dont on parle. Freud, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, et je me suis dit, je vais aborder la question d'un Freud plutôt biologisant. Je me souvenais de ses théories sur la pulsion de mort, je me souvenais de l'idée qu'il avait dit que c'était le plasma germinal, ce qu'il appelait le plasma germinal qui était essentiel, et que sur ce plasma germinal, il construisait une allégorie qui était l'allégorie de la psychanalyse, avec des topiques, mais que finalement l'essentiel c'était le plasma germinal. Donc j'avais envie d'inverser la perspective en disant la psychanalyse est une allégorie et qui renvoie spécifiquement à un plasma germinal qui lui est premier. Donc rebiologiser Freud. Et comme il y a eu en France des querelles terribles sur la question de Freud, de la psychanalyse, et qu'il y a eu un livre noir qui avait été présenté par Elisabeth Roudinesco dans Le Monde comme un livre de fascistes, d'extrémistes, de gens de l'extrême droite, payés par les laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. J'avais cru, parce que j'y croyais à l'époque, que Mme Roudinesco disait vrai, que le journal Le Monde était un journal de référence et qu'elle rendait compte de ce qui se trouvait dans ce livre. Et je me suis dit, à peu près 1000 personnes à chacun de mes cours, donc il y aura bien un lecteur du livre noir de la psychanalyse, il faut que je sois averti de ces thèses pour pouvoir les contrer, le moment venu, le cas venu. Et j'ai lu ce livre en découvrant que le livre noir de la psychanalyse disait vrai et que Mme Roudinesco disait faux. Donc j'ai complètement reconsidéré mon angle d'attaque. Ça n'était plus la question du plasma, ça n'était plus la question du corps, ça n'était plus la question de la subjectivité matérielle qui m'intéressait, mais la dénonciation de cette longue imposture. Donc j'ai fait effectivement un travail extrêmement important, mais ça me paraît important de consacrer du temps et de l'énergie à démonter des mythes, à démontrer que des choses qui nous sont présentées comme des vérités scientifiques sont des légendes et des fictions. Et ça me paraît bien normal d'y consacrer une énergie folle, un temps considérable, parce qu'il s'agit rien moins que de la vérité. Parce que Freud a réussi cette espèce d'OPA, pourrait-on dire, sur la psychanalyse en laissant croire que la psychanalyse c'était lui. Qu'avant lui il n'y avait pas de psychanalyse, que pendant lui il n'y avait pas de psychanalyse et qu'après lui il n'y aurait pas de psychanalyse. Alors que ce que je souhaitais montrer, c'est qu'avant lui, il y a eu de la psychanalyse, Pierre Janet notamment, ou des Breuer par exemple, dont Freud lui-même a dit qu'il était l'inventeur de la psychanalyse. Pendant lui, il y a eu un nombre considérable de psychanalystes. Je songe à Wilhelm Reich, bien sûr, à Adler, à Jung, à Ferenczi, à Grodek, enfin, à tous ces gens, même sa fille, Anna Freud, Lou Salomé. Et après lui, bien sûr, il y en a eu un nombre considérable. Donc c'est quand même le personnage qui a confisqué, je dirais, la psychanalyse pour lui tout seul. Il me paraissait intéressant de montrer que celui qui se présente comme le père fondateur n'était pas le père fondateur et qu'il y avait à travailler sur la question du freudisme, moyennant quoi j'ai attaqué la psychanalyse freudienne.
pas toute la psychanalyse. Et je propose même une psychanalyse non freudienne et post-freudienne. Ce qui m'intéresse dans l'aventure, c'est le personnage de Freud, les mensonges de Freud, les approximations de Freud, les affabulations freudiennes. Et ça me paraissait intéressant de montrer que si on lui devait prétendument la psychanalyse, c'est à lui qu'on devait ce qu'il y avait de moins intéressant dans la psychanalyse. Le problème avec Freud, c'est que Freud nous dit que ce qui se trouve dans son inconscient, c'est ce qui se trouve dans l'inconscient de tout le monde. Et c'est une obsession terrible de laisser croire que parce que lui avait le désir de coucher avec sa mère, lui avait le désir d'en finir avec son père, tous les hommes avaient le désir de coucher avec leur mère et tous les hommes avaient le désir de tuer leur père, de sorte que ça devient un complexe d'Édipe qui devient une vérité prétendument scientifique et universelle. Freud nous dit, avec ses obsessions qui sont tout à fait particulières, qu'il y a à l'origine une horde primitive, que le père fait la loi, que les enfants sont soumis à ce père, à la loi du père, que le père couche avec les femmes, que les enfants sont privés de femmes et qu'un jour les enfants se vengent en tuant le père, en mangeant le père dans un banquet cannibale, et que cette idée de la horde primitive, du crime du père, du meurtre du père, de la consommation, de la mendication du père, tout ça rend possible un jour, via le remords, la production de la loi. C'est une généalogie totalement fantasque. Donc la question du complexe d'Édipe, la question du meurtre du père, la question de ce qui se transmet de manière phylogénétique. Freud nous dit la première femme a été violée par le premier homme. Ce viol primitif s'est transmis de manière phylogénétique, c'est-à-dire d'individu en individu via l'espèce, mais sans nous dire comment, c'est-à-dire de manière métapsychologique, donc pas physique du tout. Ça se transmet sans corps, ça se transmet sans matière, ça se transmet sans atomes, ça se transmet sans particules, ça se transmet sans énergie, mais ça se transmet tout de même, par une espèce de mécanique tout à fait magique. Eh bien, ça se transmet au point que toutes les femmes aujourd'hui sont dans cette relation à l'endroit des hommes, c'est-à-dire crainte et désir de castrer les hommes, simplement parce qu'elles se vengent d'un viol primitif. C'est totalement fantasmatique. C'est-à-dire que complexe d'Édipe, meurtre du père, viol primitif, désir de séduction du père, par exemple. C'est-à-dire, Freud nous dit à un moment donné, toutes les petites filles ont été sexuellement abusées par leur père. C'est un fantasme de Freud. Et Freud passe de son fantasme à la vérité scientifique simplement parce qu'il est dans ce qu'on appelle le performatif. Le performatif consiste à dire ce qui est parce que je l'ai dit. C'est ainsi. Du simple fait que je l'ai dit, ça devient une vérité universelle. Et je me dis, mais dans chaque inconscient analysé par un psychanalyste freudien, le psychanalyste freudien trouve l'inconscient de Freud. Freud a projeté son inconscient dans l'inconscient des autres et a cherché dans l'inconscient du Quidam, l'inconscient de Freud, on ne trouve pas ce qu'il y a dans l'inconscient du Quidam, qui est très subjectif, qui est très singulier, qui est très personnel. Et je pense que ce qu'on peut reprocher à Freud, c'est d'avoir pris son cas pour une généralité, d'avoir généralisé son propre cas et d'avoir dit tous les inconscients sont porteurs de ce qui se trouve dans mon propre inconscient. C'est une fiction totale qui a produit des effets extrêmement dangereux au point qu'aujourd'hui chacun pense que le complexe d'Édipe est une vérité universelle et qu'un attachement à la mère c'est obligatoirement une affaire édipienne, qu'un problème de relation avec son père c'est obligatoirement une affaire édipienne, ce qui sont des sottises infinies. Vous avez raison, parce que Freud généralise, mais Jung généralisait, Adler généralisait, Reich généralise aussi, et à partir du dysfonctionnement physique, pour ne pas dire de l'infirmité physique d'Adler, Adler invente l'idée que chacun est dans un complexe d'infériorité et que chacun cherche à dépasser ce complexe d'infériorité. De fait, c'est un problème adlérien qui renvoie à Adler, mais pas au restant de l'humanité. Moi, je pense que vous avez raison de pointer ce danger de l'universalisation, mais qu'un philosophe est quelqu'un justement qui doit voir là où il y a universalisation d'une maxime personnelle. Quand Freud nous dit qu'il est à égalité avec Copernic et avec Darwin, et que Copernic a fait pour l'astronomie ce que Darwin a fait pour les sciences naturelles et que lui a fait pour la psychologie, je dis mais il y a une fausseté qui est considérable dans le jugement, puisque Copernic propose une vérité universelle, et ce n'est pas une projection subjective, ce n'est pas une invention de Copernic que la Terre soit ronde, tourne sur elle-même et autour du Soleil. Ça n'est pas une invention de Darwin de dire que l'homme descend d'une certaine variété de singes, c'est susceptible d'être prouvé en permanence. On peut prouver la vérité de Copernic, on peut prouver la vérité de Darwin, on ne prouve pas la vérité de Freud.
L'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud. Ça n'est pas un inconscient scientifiquement prouvé et démontré. Donc moi je pense qu'il faut effectivement dénoncer les gens qui prennent leur cas pour une généralité, pour mieux mettre en avant les individus qui verront que quand il s'agit de soigner avec la psychanalyse, on a affaire à un cas particulier sur lequel on ne doit pas projeter. C'est d'autant plus étonnant que Freud nous dit qu'un psychanalyste doit être analysé justement pour éviter les projections de son propre inconscient sur la subjectivité inconsciente d'autrui. Et pourtant, nonobstant cette précaution de méthode, quand on se fait analyser par un freudien, on a toujours cette histoire de peur, de séduction, d'Édipe, etc. Donc oui, ça fait partie effectivement des modalités de fonctionnement, la projection personnelle, mais il me semble qu'une vérité philosophique ne devient une vérité que quand on a permis, avec du particulier, d'obtenir vraiment de l'universel. Et le travail du philosophe, c'est de quêter ce qui est susceptible d'être vraiment l'universel. Il semble dire qu'elle n'était pas assez bonne, mais le problème, c'est pas assez bon, c'est pas bon du tout. Le cas particulier n'est pas le cas universel. Parfois, le cas particulier permet de déboucher sur de l'universel, mais ça n'était pas le cas de Freud. La question précédente, déjà, à laquelle j'ai répondu. Donc, Freud écrit dans un texte qu'il a fait en matière de psychologie ce que Copernic a fait pour l'astronomie et ce que Darwin a fait pour les sciences naturelles. Simplement, eux, même s'ils sont partis d'observations subjectives et personnelles, ils sont parvenus à des vérités universelles. La preuve, quiconque fait l'expérience de Copernic redécouvre ce que Copernic aura découvert et trouvé. Quiconque refait les analyses de Darwin retrouvera exactement la même chose que Darwin. Quiconque refait les analyses de Freud ne retrouvera pas ce que Freud a trouvé. Freud n'a trouvé que des affaires personnelles, subjectives, individuelles. C'est-à-dire que quand il fait un éloge de l'introspection en disant « j'ai fait une auto-analyse et par cette auto-analyse j'ai découvert des vérités dont je sais qu'elles sont universelles », je dis il y a simplement une généralisation qui est fautive. Quand on a une vérité, que cette vérité est vraiment scientifique, il suffit de reproduire autant de fois qu'on le souhaitera une expérience et l'expérimentation débouchera à chaque fois sur la même découverte. À chaque fois qu'on expérimente sur un inconscient, on ne découvre pas ce que Freud y découvrait. On y découvre ce qui se trouve éventuellement dans l'inconscient, mais si l'on veut trouver dans l'inconscient ce que Freud disait qu'on y trouvait, c'est parce qu'on l'aura projeté. Donc il y a une affaire de projection et de subjectivité chez Freud qui en fait un grand poète, un grand littérateur, un grand lyrique, un grand chaman, mais surtout pas un scientifique. Mais j'ai pas répondu à la question précédente puisque j'ai pas vraiment complètement compris ce qu'elle était. Non, moi je suis dans une logique très dialectique. Je ne crois pas qu'un philosophe puisse un jour donner une vérité qui soit universelle. Un philosophe, il est inscrit dans un temps et dans une époque, et par définition, il est extrêmement efficace et pertinent pour son temps et pour son époque. Autant dire qu'on peut être deleuzien dans les années 70-80 et que dans les années 2010 ou 2020, être deleuzien, c'est quasiment avoir 50 ans de retard. Donc les philosophies, elles sont datées, elles sont efficaces pour un temps donné, elles sont effectives pour un temps donné, et le temps passant, il nous faut d'autres philosophies. Donc Marx a fait son temps, Freud a fait son temps, Nietzsche a fait son temps, Pascal a fait son temps, Platon a fait son temps, et il nous faut des philosophies pour notre temps, évidemment. Donc je pense qu'il y a chez certains philosophes des reliquats, il nous reste des choses chez certains philosophes qui sont utilisables quand ils ne sont plus susceptibles d'être utilisés. Donc il y a des concepts qui peuvent l'être. La volonté de puissance chez Nietzsche, elle est toujours utilisable. La lutte des classes chez Marx, c'est un concept toujours utilisable. L'impératif catégorique chez Kant, c'est un concept toujours utilisable. Chez Freud, je ne vois pas quel concept serait encore utilisable. Alors on dira, Freud fut un grand chaman à Vienne, à l'intersection du 19e et du 20e siècle, qui a menti pour asseoir son pouvoir au début de son existence et qui, à la fin de son existence, a fait savoir que la psychanalyse ne soignait ni ne guérissait. Je me répète, je pense qu'on ne peut pas dire la psychanalyse parce qu'il y a la psychanalyse freudienne, la psychanalyse post-freudienne, et j'ai écrit, moi, après mon livre sur Freud, un livre qui présentait positivement une psychanalyse, dans un livre qui s'appelle Apostille au crépuscule, et qui est une proposition de psychanalyse non freudienne. Donc s'il faut dire que nous sommes guidés par un inconscient non freudien, que cet inconscient, on peut le lire, le découvrir et savoir qu'il est déterminant chez nous, prendre en considération l'éthologie, la neuroscience,
la psychanalyse existentielle de Sartre ou de Binswanger par exemple, s'il s'agit de dire que cette psychanalyse-là peut être utile et efficace, la réponse est oui. Mais simplement, il faut faire son deuil de la psychanalyse freudienne qui, elle, a fait son temps. Il a été menteur, narcissique, mégalomane, inventeur, affabulateur, il a été tout ça. Mais en même temps, on lui doit cette idée qu'il y a au cœur de l'homme une espèce de moteur sombre et noir qui s'appelle l'inconscient, et que cet inconscient est déterminant dans le comportement des gens. Ça oui, l'idée que l'inconscient, c'est le pilote qui conduit le cœur de l'homme, disons-le comme ça, c'est une idée qu'on doit à Freud. S'il faut vraiment sortir une seule idée, eh bien sortons-la. Il faut juste dire que cette bonne idée de Freud, c'était une idée de Nietzsche. Moi, je ne lui reprocherais pas d'avoir été ça s'il n'avait fait commerce de son mensonge. Ce qui m'intéresse dans la psychanalyse, c'est qu'elle est devenue un commerce extrêmement juteux, très efficace, qui rapporte beaucoup d'argent à des gens qui peuvent échapper au fisc, parce que la théorie freudienne permet d'échapper au fisc. Il faudrait payer en liquide, il faudrait que tout ça ne laisse pas de traces, etc. Donc ce que je reproche à Freud, c'est d'avoir dit qu'il soignait, qu'il guérissait, alors qu'il ne soigne pas, qu'il ne guérit pas, qu'il le sait, et qu'on peut faire commerce de ça et vivre très bien de la psychanalyse. Moi, les quelques intérieurs de psychanalystes chez qui j'ai pu aller, parce que au moment de ce livre-là, on a fait des débats et des rencontres, j'y ai rencontré des toiles de maître, des Miro, des Matisse, des Picasso, enfin 1000 choses qui faisaient la démonstration que ce mensonge était extrêmement profitable d'un point de vue financier. Donc que Freud ait menti, c'est une chose, mais qu'il ait menti en exploitant la douleur et la souffrance et la misère morale des gens, c'est ce que je ne supporte pas. Donc il a dit à des gens qu'il les soignerait, il ne les a pas soignés. Il a extorqué de l'argent à des gens en sachant très bien que la psychanalyse était un blanchiment de nègres, c'était son expression. Et ce que je reproche à Freud, ça n'est pas d'avoir élaboré une théorie, ça je m'en serais contenté, même si elle était fautive, mais d'avoir élaboré une théorie en disant qu'elle était efficace en sachant qu'elle ne l'était pas pour gagner sa vie et très bien gagner sa vie. Ce que j'en pense de ça ? Oui. Ouais, j'en pense que sont des gens qui préfèrent rester sur leurs certitudes anciennes plutôt que de se trouver inquiétés. Moi, le premier, j'ai souscrit à l'idéologie. On m'a enseigné Freud à l'école, à l'université, en classe terminale. J'ai moi-même été 20 ans professeur de lycée, j'ai enseigné Freud. J'ai corrigé des épreuves de bac et il y avait des commentaires de textes de Freud et j'ai souscrit à la mythologie. Jusqu'à ce qu'à un moment, je découvre en faisant moi-même le travail. On ne fait pas le travail tout seul quand on est à l'université et qu'on a 17 ans, on croit son professeur d'université. J'ai fait le travail moi-même et j'ai découvert que c'était une imposture. Ces gens ne veulent pas entendre qu'il y a une imposture freudienne. Ils préfèrent considérer que ce qu'on leur a appris dans leur enfance, dans leur milieu, dans leur époque, le logiciel des années 70-80, c'est le bon logiciel et que je suis l'homme à abattre. Moi, je veux bien qu'on me déteste, mais il n'empêche que Freud a menti. Je veux bien qu'on ne veuille pas donner d'argent pour votre film, mais il n'empêche que Freud a soutenu les régimes fascistes. Je veux bien que je sois un personnage détestable, que je sois quelqu'un qui ne sache pas travailler, quelqu'un qui n'ait pas de référence. Je veux bien tout ça, mais Freud a fait une dédicace élogieuse à Mussolini. Je veux bien que mon nom fasse hérisser le poil de tous ces gens-là, sauf que Freud a travaillé avec Félix Böhm pour que la psychanalyse puisse continuer à exister sous le Troisième Reich, régime nazi. Donc je pense que je dis des choses tellement grosses, c'est tellement extravagant ce que j'enseigne, même si c'est vrai, que ces gens-là préfèrent être dans la dénégation et ils préfèrent faire de moi un bouc émissaire sur lequel on frappe plutôt que de consentir à ce que Freud lui-même dit. C'est Freud lui-même qui fait des signatures élogieuses à Mussolini, qui travaille avec les fascistes, qui fait l'éloge des régimes autoritaires, qui soutient le chancelier Dollfuss. C'est pas moi, j'ai pas inventé ça. Donc ce sont des gens qui ont des problèmes avec leur propre fiction, avec le logiciel qui est celui de leur adolescence et qui sont incapables de progresser. Je les plains plutôt que l'inverse. Moi, je n'aime pas les religions, et je n'aime pas les religions d'athées non plus. Et quand les athées se réunissent pour faire une religion, je ne suis pas de cet athéisme-là. Donc Freud qui considère qu'il y a eu Moïse dans le temps et il y a Freud maintenant, et que Moïse a rendu possible le judaïsme et que Freud rend possible la psychanalyse, qui elle deviendra une religion substitutive et pourra être la grande religion du XXIe siècle et des siècles à venir, j'y vois moins un effet d'athéisme qu'un effet de mégalomanie.
Un personnage qui n'aime pas Dieu parce qu'il veut être Dieu n'est pas un personnage avec lequel j'ai grand-chose en commun. Moi, je n'aime pas Dieu parce que je ne peux même pas dire que je n'aime pas Dieu. Pour moi, Dieu n'existe pas. Donc le problème ne se pose pas. Mais pour Freud qui pense que Dieu est gênant parce qu'il prend toute la place et que lui, Freud, voudrait prendre la place de Dieu, je me dis qu'il est athée simplement pour faire la place à sa nouvelle religion. Et comme ce sont les religions qui me gênent, je ne souscris pas plus à cette religion-là qu'aux précédentes. Freud n'est pas un individualiste. Freud est quelqu'un qui considère que les individus n'existent que par rapport à la totalité. Il pense les hommes exactement de la même manière. Moi, je pense qu'un individu n'égale pas un autre individu et que le propre de l'individu, c'est d'être une subjectivité irréductible. Freud pense que tout individu est semblable. Il duplique les individus, à partir de lui d'ailleurs. Quand il nous dit dans l'inconscient de chacun, il y a ce qu'il y a dans mon inconscient, et c'est une vérité universelle, il n'est pas un individualiste. Il est quelqu'un qui nous dit que tout le monde est fait sur le même moule, et que le moule, c'est lui. Moi, je dis non, chacun est subjectif, singulier et particulier. D'autant que Freud nous dit que ce qui importe, c'est le groupe, c'est la tribu, c'est la totalité. Quand il nous dit qu'il faut renoncer à notre sexualité pour constituer la civilisation et que seule la civilisation importe et dussent les individualités disparaître, il n'est pas individualiste, Freud. C'est quelqu'un qui pense d'abord à la question de l'espèce, à la question de la survie de l'espèce. Moi, j'ai aucun souci de l'espèce. Mon problème n'est pas que l'espèce survive ou me survive. Je crois que Freud n'est pas un individualiste. C'est quelqu'un qui analyse des sujets, mais des sujets comme si c'était des sujets semblables, des individus identiques. Il a fabriqué un homme unidimensionnel en nous disant que tous les hommes voulaient coucher avec leur mère, tous les hommes voulaient tuer leur père, toutes les femmes font payer le viol primitif aux hommes, que tous les hommes héritent du banquet primitif, etc. Et il ne nous dit pas qu'il y a des individus. Il nous dit juste qu'il y a des subjectivités dupliquées. Il y a une subjectivité dupliquée, que c'est lui, la subjectivité d'ailleurs, qui est dupliquée. D'abord, je pense qu'il me fait trop d'honneur de me comparer, parce que Freud, ça reste quand même un monument planétaire, et que c'est un philosophe planétaire, et que moi je dis qu'il est philosophe, Freud, et qu'il n'est que philosophe. Si j'attaque l'aspect non scientifique, je reconnais la dimension philosophique de Freud, et que bon, c'est pas comparable. On peut pas comparer Freud et moi. Donc, première chose. Deuxième chose, je pense que Freud a été peu de temps politiquement incorrect. Vraiment peu de temps. Et qu'il a travaillé très vite et très tôt au fait de devenir politiquement correct. Il a voulu des maisons d'édition à son service, il a voulu être reconnu par l'institution, il a passé des diplômes, il est devenu lui-même un chef de secte avec des individus à qui il distribuait des diplômes ou des autorisations. Il n'a jamais reculé devant les honneurs, il a beaucoup intrigué pour avoir le prix Nobel, qu'il n'a jamais eu, mais il a fait grand état du prix Goethe. Non, c'est un homme qui très vite est devenu un institutionnel. Alors il a pu choquer la bourgeoisie justement en disant que la sexualité jouait un rôle majeur, mais très vite dans son existence, la psychanalyse devient une affaire planétaire. Il y a des psychanalystes aux États-Unis, il y a des psychanalystes partout en Europe, ça émigre, et il y a aussi des psychanalystes en Amérique du Sud de son vivant. Donc c'est un personnage qui joue le politiquement incorrect. C'est un personnage qui joue la persécution. Mais la façon qu'a la psychanalyse de se répandre, d'ailleurs parce qu'il intrigue beaucoup pour ça, fait que cet homme qui voulait être à l'origine d'une religion a fabriqué une religion et qu'il l'a voulu comme telle. C'est quelqu'un qui avait un sens très aigu de l'institution et qui voulait être reconnu par l'institution. C'est quelqu'un qui voulait fabriquer lui-même une institution. Si vous me permettez de conclure sur ce sujet-là, moi, je n'ai pas le désir d'être institutionnel, je n'ai pas le désir d'être reconnu par une institution, je n'ai pas construit un édifice autour de moi qui me permettrait de fabriquer une contre-institution qui m'honorerait moi-même. Je fais mon travail tout seul, tranquillement, et à l'âge que j'ai, je n'ai pas la reconnaissance institutionnelle que Freud avait de son temps. J'ai des lecteurs partout sur la planète, je suis traduit en 27 ou 28 langues, je suis invité partout sur tous les continents pour faire des conférences, mais pas par l'institution, jamais par l'université, jamais par le Collège de France, l'École pratique des hautes études ou ce genre d'endroits en France par exemple. Donc il y avait chez Freud une espèce d'impatience à ne pas être reconnu par l'institution qui lui faisait détester l'institution mais qu'il a aimé dès qu'elle l'a reconnu. Moi je suis indifférent à l'institution, c'est pas ça qui me guide. Oui, mais je ne nie pas
que Freud n'ait pas produit des effets, simplement Freud détestait les effets qu'il avait produits. Quand Breton lui a envoyé ses livres, quand Breton s'est réclamé de lui, Freud a fait savoir que Breton ne le comprenait pas, que Breton lui faisait dire des choses qu'il ne disait pas. Même chose avec Daly, quand Daly se revendique de lui avec la méthode paranoïaque critique, Freud ne se reconnaît pas dans cette lecture-là. De la même manière que quand les freudo-marxistes se réclameront de lui, Freud ne se reconnaîtra pas dans ceux qui vont faire sa réputation. Et il est vrai qu'en France, Freud doit sa réputation aux surréalistes, aux freudo-marxistes, et il n'aimait ni les freudo-marxistes ni les surréaliste. J'ajoute qu'il doit une deuxième vie, Freud, sa deuxième vie en France à Lacan, et que Lacan lui a envoyé sa thèse, et qu'il a répondu avec juste un petit mot qui était un mot de pure politesse. Donc je pense effectivement que le freudisme a débordé Freud, et que le freudisme n'est pas la pensée de Freud. Donc que le freudisme ait rendu possible le surréalisme, c'est pas faux, mais ceci dit, il ne faut pas oublier que ce que Breton aimait dans le surréalisme, dans le freudisme, pardon, c'est ce que déjà Charcot avait trouvé. C'est-à-dire la découverte de l'hystérie. Ce n'est pas Freud qui découvre l'hystérie. Et à un moment donné, ce qui plaît à André Breton, c'est que Charcot ait découvert l'hystérie, c'est que Charcot ait découvert à la Salpêtrière cette façon de mettre en scène, de suggérer d'une certaine manière la folie des femmes. Et il s'appuie bien plus sur Charcot que sur Freud. C'est une espèce de Freud charcotisé, si vous me permettez le néologisme, qui intéresse André Breton. Moyennant quoi, ça rend possible un grand pan de l'art contemporain, c'est évident, mais ça rend possible aussi une certaine impasse en matière d'esthétique. On pourrait imaginer que si le freudisme a nourri une partie de l'esthétique, ce courant esthétique s'est épuisé. Alors j'ai créé l'Université populaire pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait de la rencontre, pour qu'il y ait de l'échange, pas pour qu'il y ait de l'idéologie et pas pour qu'il y ait de l'endoctrinement. Je ne pense pas que, par exemple, Mme Roudinesco ouvre un séminaire aux critiques qui sont faites à Freud. Moi, à l'Université populaire, j'ai invité une psychanalyste freudienne qui pratique et qui tient un séminaire de psychanalyse depuis des années. Et c'est parce que je l'ai voulu et que je l'ai désiré. Moi, je défends le débat. Moi, je défends l'échange. Moi, je défends la lecture des textes. Moi, je défends le fait qu'on puisse ne pas être d'accord, mais en même temps échanger avec courtoisie. Donc c'est la preuve que moi, je ne suis pas dans l'idéologie, que moi, je n'ai aucun intérêt matériel, financier, stratégique, idéologique, mondain ou parisien pour défendre la psychanalyse et me servir de la psychanalyse. Donc moi, j'ai enseigné ce que j'ai eu à enseigner pendant une année, c'est-à-dire ce que je pense de Freud, du freudisme et de la psychanalyse, et en même temps, j'ai demandé à cette amie, qui ne me fait pas de concessions théoriques, qu'elle enseigne la psychanalyse, les grands concepts de la psychanalyse tels que Freud les enseigne. Et je pense, moi je table sur l'intelligence des auditeurs, je pense que les gens peuvent entendre, écouter, faire leur propre choix eux-mêmes parce qu'ils auront entendu quelqu'un qui est honnête et qui présentera de toute façon le freudisme autrement que ce que les historiens racontent. Les praticiens de la psychanalyse aujourd'hui, dans l'intimité, ils me donnent souvent raison. Simplement, ils ont besoin d'être reconnus dans des institutions, de faire partie de groupes, etc. Mais sur un certain nombre de choses, effectivement, ils considèrent que Freud s'est beaucoup trompé. Je lisais récemment un livre de Pierre Bayard, récemment, qui est psychanalyste, et lui-même disait de Freud qu'il s'était trompé sur ceci, sur cela, sur ceci aussi, et sur cela également. Donc je pense simplement qu'il y a juste en France une petite corporation intégriste de freudiens qui ne veut pas le débat, et qui est dans des logiques d'agite-prop ou éventuellement dans les logiques miliciennes des années 30. Et moi aussi, je pourrais dire d'extrême droite si je voulais être polémique, et je ne le suis pas, donc je ne le dirai pas. Mais au moins à l'Université populaire, on utilise d'autres méthodes, et moi je crois à l'intelligence, je crois au débat, je crois à la culture, je crois au texte, je crois à la lecture de textes, et voilà pourquoi il y a un séminaire de psychanalyse à l'Université populaire que j'ai créé. Je pense hélas qu'elles vont perdurer, et que pour notre plus grand malheur, elles produisent des effets. C'est-à-dire que en matière de pédagogie aujourd'hui, en matière de terrorisme, par exemple, quand il y a eu, je sais pas, un enfant qui est allé à l'hôpital parce qu'il a été intoxiqué dans une cantine, on va faire venir un psychologue pour éviter le psychodrame parce qu'effectivement, il faut verbaliser, mettre en mots, etc.
On nous parle aujourd'hui de faire son deuil quand il y a un deuil en nous expliquant comment ça se passe. On nous explique que si on a du mal à faire son deuil, c'est qu'on est attaché de manière trop névrotique à la personne qui est disparue. On nous fait savoir aujourd'hui avec les enfants qui ont tous les droits que si les enfants sont problématiques, c'est que ce sont des enfants doués, surdoués, et que le problème n'est pas qu'ils soient tarés parce que la tare n'existe pas, mais en même temps c'est la société qui se trompe et on a affaire à des génies qui s'ignorent. Enfin, je pense que la vulgate freudienne produit des effets terribles. Des effets terribles parce qu'on nous déresponsabilise, parce qu'on ne voit plus le réel comme il est, parce qu'on fantasme le monde qu'on ne voit plus tel qu'il est, et de fait les enfants ne sont plus des enfants, les veufs et les veuves ne sont plus des veufs et des veuves, les relations entre les couples ne sont plus des relations entre les couples parce qu'on s'en vient nous expliquer qu'il y a des problèmes avec le père, avec la mère, avec l'enfance, et je pense malheureusement que l'espèce de dilution de ce qu'est vraiment la psychanalyse dans cette psychologie de bazar qui nous sert au quotidien, c'est bien la preuve qu'il va falloir encore malheureusement longtemps compter avec cette idéologie néfaste. Je ne connais pas assez bien l'Argentine. Je sais qu'on me le dit régulièrement, je sais qu'il y a dans un pays quelques inducteurs qui sont des individus, qui sont des maisons d'édition, qui sont des éditeurs, qui sont des grandes figures ou des grands noms qui peuvent faire beaucoup pour une idéologie parce qu'ils les portent. Et je sais que Armando Verdiglione, par exemple, a joué un rôle extrêmement important en mobilisant des intellectuels pour rendre possible une psychanalyse qui survivrait à Freud et qui, via le lacanisme, prendrait position dans les pays latins, et qu'effectivement il a joué un rôle important avec quelques autres des années 70, les Bernard-Henri Lévy, les Guy Scarpetta, etc. Donc je n'ai pas les moyens historique et sociologique de faire cette recherche-là, mais il y a probablement des grands inducteurs qui ont rendu possible cette vogue de la psychanalyse dans les années 70-80 en Argentine, qui fait qu'on a eu une production considérable de psychanalystes. Il y a aujourd'hui nombre de psychanalystes qui sont chauffeurs de taxi à Buenos Aires, et c'est assez singulier. Donc c'est plutôt un effet de mode sociologique dont je ne dispose pas du dossier qui me permettrait de vous expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ça. Mais comme il y a eu Freud, comme il y a eu les freudo-marxistes, comme il y a eu mai 68, comme il y a eu André Breton, comme il y a eu les surréalistes, Georges Bataille, etc., pour faire un Freud français, je pense qu'il faut faire exactement le même travail pour montrer qu'on a fabriqué un Freud argentin également. Et là, je dispose des moyens de vous faire des réponses nominatives, mais je pense que la sociologie est la même. On a eu des grands inducteurs qui, dans ce pays plutôt qu'ailleurs, ont rendu possible l'installation du freudisme, qui fait effectivement que l'Argentine et la France semblent être les deux dernières citadelles à résister dans un monde où on a compris, l'expérience aidant, que Freud, ça ne soignait pas. Non, mais Paris, c'est très simple. Tocqueville avait écrit dans l'Ancien Régime et la Révolution que la Révolution française avait conservé l'espèce d'hyper-centralisation étatique qu'avait obtenue la monarchie française. Et de fait, la monarchie française a fait que Paris était incontournable. La Révolution française, dans son triomphe jacobin, a fait que Paris était incontournable. Aujourd'hui, la vie culturelle française, c'est la vie culturelle à Paris. Et la vie culturelle à Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire 10 personnes. Et ces 10 personnes font la loi dans l'édition, dans les revues, à la télévision, dans les médias et dans tous les secteurs stratégiques. Tous les anciens 68ards qui ont été maoïstes, qui ont été trotskistes, qui ont été situationnistes dans les années 68 sont tous aujourd'hui convertis au capital, à l'argent, à la publicité, au libéralisme, au social-libéralisme européen. Ce sont tous les gens qui sont dans les banques, dans la publicité, dans les médias, à la télévision et dans les journaux. Ce sont eux qui dirigent ces grandes machines de l'État français. Ce sont donc les gens qui, formés à l'idéologie, au logiciel freudo-marxiste de cette époque-là, font toujours l'éloge de Freud, de Lacan, de Marx, d'Althusser, et puis votent votre centre droit et ont l'impression d'être restés des révolutionnaires. C'est juste une affaire de génération. Cette génération qui a pris le pouvoir et qui le garde, et qui va finir par quitter le pouvoir parce qu'elle arrive à la retraite aujourd'hui, elle va laisser la place à une autre génération qui, elle, sait bien que c'est une vieille affaire, que la psychanalyse, ça dira autant à cette jeune génération-là que la guerre 14-18. Entre deux, il y aura une génération, la mienne, qui aura été sacrifiée,
qui, elle, aura dû faire les frais de ces gens au pouvoir qui auront massacré toute pensée alternative, pendant que les autres, des jeunes à venir, eux, prendront le pouvoir, et c'est tant mieux, et on balayera ces vieilles choses qui auront produit leur effet pendant un demi-siècle.